Notre manière d'entrer dans la vie conditionne en profondeur notre manière d'y évoluer. Les travaux en psychologie périnatale, en psychanalyse des origines et en thérapie psychocorporelle convergent vers cette même hypothèse. Les conditions de gestation, de l'accouchement et de la naissance constituent un socle d'imprégnation majeure dans la structuration de l'individu. Projet sens, modalité d'accouchement, vécu maternel, stress fœtal, intervention médicale, séparation précoce, qualité du premier accueil sensoriel, voilà autant de variables participant à l'encodage de mémoire qui influencent notre sécurité intérieure et notre rapport au monde. Alors, comment ces mémoires s'inscrivent-elles dans le corps et le psychisme et par quels dispositifs deviennent-elles des leviers de soins et de transformation? C'est ce que nous allons explorer aujourd'hui avec nos trois invités. Linda Pose, coach pluridisciplinaire et spécialisée en psychogénéalogie, Mireille Duric-Jacquier, kinésiologue périnatale, et enfin Valérie Ramanantsoa, sage-femme et psychothérapeute. Trois regards complémentaires pour se questionner sur la naissance comme matrice fondatrice de la vie. Bienvenue dans ce nouveau podcast d'Inexploré Praticien. On donne la parole aux professionnels de l'accompagnement, du soin et de la conscience pour explorer ensemble notre multidimensionnalité et surtout réfléchir à un avenir plus holistique. Aujourd'hui, on aborde ce qui devrait être un essentiel dans tous les parcours thérapeutiques, à savoir les empreintes de naissance. Pourquoi sont-elles si importantes? Quels sont les regards pluridisciplinaires qu'on peut poser sur ce sujet? Pour explorer ces questions, j'ai le plaisir d'accueillir Aurélie Maliko-Chabanel, praticienne et animatrice de ce podcast, qui va nous guider dans les trois épisodes qui vont venir structurer l'émission du jour. Bonjour Aurélie. Bonjour Sébastien. Alors en effet, aujourd'hui, nous allons explorer à travers le regard de trois thérapeutes exceptionnels l'importance de comprendre ce qui s'imprime chez nos consultants et ce dès le début de la vie. Et nous irons plus loin en proposant des exemples cliniques concrets sur comment accompagner nos consultants à se libérer de certaines croyances ou comportements limitants en lien avec ces empreintes de naissance. Tout d'abord, Linda Posé va nous aider à comprendre le concept de projet sens autour de la naissance et nous proposer des questions concrètes pour qu'en tant que thérapeute, nous puissions l'explorer avec nos consultants. Ensuite, Mireille During-Jacquier nous montrera qu'il est possible de revisiter ces empreintes, et ce, même des années plus tard, avec des exemples de cas cliniques concrets. Enfin, avec Valérie Ramanan-Soa, nous envisageons la possibilité du travail thérapeutique pendant la grossesse, pour parfois prévenir certaines empreintes de naissance. Alors, pour ce premier épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Linda Posier. Bonjour Linda. Bonjour Aurélie. Linda, vous êtes coach pluridisciplinaire, formée notamment à la psychogénéalogie, à l'art-thérapie, au décodage biologique. Vous avez aussi Mmh. créé votre propre protocole de constellation en cabinet, avec une approche incarnée du transgénérationnel. Alors Oui. justement, pour commencer, Linda, je viens de parler à plusieurs reprises du concept de projet sens. C'est un concept développé par le psychologue Marc Fréchet. Et si vous deviez l'expliquer à quelqu'un qui n'en a jamais entendu parler, qu'est-ce que vous lui diriez pour qu'il comprenne? Alors j'expliquerai que déjà, à partir de chaque projet, il y a un sens. Que nos parents, avant de nous avoir, avant notre conception, ils avaient alors nos parents ou notre psyché familiale avait pour projet notre naissance. Donc on ne naît pas par hasard dans une famille et on arrive avec le projet de libérer ou de mettre en exergue certains traumas familiaux pour pouvoir justement les libérer de cette pression dans la psyché familiale inconsciente. Et donc le projet sens, c'est je suis le projet, le désir projeté de parents, d'une famille et tout cela a un sens. Donc on passe d'une phase immatérielle à une phase matérielle dans la matière. C'est vraiment intéressant ce concept et du coup, en tant que thérapeute, en quoi ça a changé votre lecture, soit de vos propres histoires, de certaines de vos loyautés familiales ou également celles de vos consultants? Eh bien, en fait, on se rend compte que lorsque les personnes viennent me voir, le projet sens est vraiment central dans l'approche psychogénéalogique. C'est-à-dire que on voit très bien que nos comportements, nos programmants inconscients viennent répondre à ce projet sens. Par exemple, le désir projeté de ma mère, c'était: «Je veux une fille absolument qui puisse se réaliser, qui puisse vivre ses rêves, qui puisse»
être affirmée tout ce qu'elle n'était pas, en fait, finalement. Et inconsciemment, j'ai répondu à ce projet, en étant, cette femme libre, incarnée en tant que thérapeute. J'ai et je le vois en ayant travaillé moi-même mon projet Sens et ma psychogénéalogie, j'ai libéré toute la lignée féminine, de mon clan. Aujourd'hui, je vois mes cousines, qui se libèrent pleinement, qui se réalignent avec leur chemin de vie, avec leur appel d'âme et du coup, c'est vrai que lorsqu'on travaille sur soi en psychogé, on libère tout un système. C'est totalement inconscient, mais on ouvre la voie à d'autres. Et puis, le projet Sens, il ne se travaille pas tout de suite. C'est, quelque chose qui va être amené à être bossé après avoir fait des libérations, en actes symboliques, en psychogénéalogie. Donc, c'est une empreinte, inconsciente et programmante de tout ce qui va nous arriver dans la vie. Voilà, c'est vraiment le central de la personne, au niveau des comportements inconscients. OK, et concrètement, parce que donc là, on a pris c'est très intéressant votre cas personnel. Quand un consultant vient vous voir, est-ce qu'il vient lui-même déjà pour travailler sur son projet Sens? Ou est-ce que c'est vous qui décidez que c'est la bonne porte d'entrée? Au final, à quoi ressemble le tout premier pas de ce travail, thérapeutique en séance quand on parle du projet Sens? Alors en effet, dans l'anamnèse, j'ai toute une anamnèse où j'allie toutes mes compétences et en effet, le projet Sens fait partie de l'anamnèse pour moi. C'est-à-dire que les premières questions que je vais poser, c'est: «Comment tu es né? Est-ce que tu étais désiré? Est-ce que, tu es arrivé, par surprise ou est-ce que, tu étais attendu? Comment tu es né et quels étaient les désirs projetés de tes parents? Est-ce qu'ils voulaient un garçon et ils ont eu une fille ou inversement? Ou est-ce que, peu importe, l'essentiel c'était la santé? Est-ce que, tu viens combler un vide affectif de la mère qui avait besoin d'un enfant pour exister. Donc le projet Sens va être, de sauver mes parents. Ou est-ce que, tu es arrivé pour, sauver le couple? Il y a beaucoup d'enfants qui sont créés comme ça, pour sauver le couple et à ce moment-là, il va se retrouver dans un rôle où, il doit gérer, la relation parentale. C'est aussi on va poser comme question dans le projet Sens, quelle est ta place dans la fratrie? Où est-ce que tu te places? Est-ce que tu es né, après une fausse couche? Ou est-ce que tu es le premier né? Est-ce que tu es, coincé? Est-ce que tu as perdu un jumeau? Est-ce que tu as le syndrome du jumeau perdu? Est-ce que ta date de naissance correspond à une date de naissance de quelqu'un d'autre dans le clan? Et donc du coup, toutes ces questions-là vont me permettre, de répondre au projet Sens. Et il y a toute Et une série de questions. d'accord, et on voit qu'il y a du coup, ça génère plein de blocages. Vous en avez cité plein. Vous avez aussi parlé de libération. Mais pourquoi le fait de connaître, en fait, ces conditions dans lesquelles on est arrivé, que ce soit en amont de la naissance ou après, heu, pourquoi est-ce que ça a autant d'importance en thérapie? Pourquoi aujourd'hui vous l'utilisez comme ça en clé d'entrée pour la plupart de vos consultants? Parce que la plupart des personnes n'ont pas conscience de ce projet Sens et donc du coup, on le sait aujourd'hui en thérapie que tout ce dont j'ai conscience, je peux le changer et quand j'en ai pas conscience, alors je ne trouve pas pleinement ma place dans la vie. Je vais vous donner un autre exemple. Il y a peu de temps, j'ai une dame que je suis en consultation, qui est également dans ma formation, Les Murmures de l'Arbre, donc une transmission en psychogé et elle n'arrivait pas à relier à se relier à son clan. Même symboliquement en créant son son arbre généalogique, donc son génosociogramme, elle n'arrivait pas à mettre cette petite barre qui la relie au clan. C'est quand même fort symboliquement et donc du coup, je lui ai dit: «Il faut faire cette enquête familiale, que tu demandes à ton papa, à ta famille, comment tu es né, ce que tu as fait» et elle ne voulait pas. J'insiste et en fait, elle s'est rendue compte, elle avait tellement peur que son père soit fermé à la discussion, parce que l'enquête familiale est importante dans l'exploration du projet Sens. Elle s'est rendue compte qu'en fait, elle était pas enfant unique, mais qu'il y avait bien d'autres enfants à côté de sa maman, qui étaient cachés. Elle se rend compte qu'elle elle est née après une fausse couche, donc elle est un enfant de remplacement et tout ça, en fait, c'est inconscient, en fait, ça libère pleinement l'être et en fait, elle me dit: «Mais j'ai l'impression que je peux respirer maintenant parce que j'ai retrouvé ma place, ma juste place dans le clan».
Et ça, tant qu'on ne le sait pas, on se retrouve à jouer des jeux et à répéter des schémas avec un sentiment de solitude, un sentiment de pas être assez, hem, un sentiment où: «Mais je comprends pas, je mets tout en place pour réussir à, ma vie», par exemple, mais il y a toujours quelque chose qui bloque, toujours. Et tant que je prends pas conscience de ça, de comment je suis née et quelle était la relation de mes parents au moment de ma conception, au moment de ma naissance, et sur les 4 premières années, puisque le projet Sens commence 1 an avant la conception jusqu'aux 4 ans de l'enfant, bah, tant qu'on n'a pas conscience de ça, et ben, on va rejouer des jeux inconsciemment et on va se sentir, oppressé, bloqué et enfermé dans des croyances qui sont fausses en plus. Vous parlez de l'importance de cette enquête familiale, de porter de la lumière, de la conscience sur cette histoire familiale, sur les blocages, sur les non-dits, sur les secrets. La Mmh. problématique, c'est que beaucoup de nos consultants, ne sont plus en contact avec leur famille, ou sont en froid, ou ont effectivement, une peur ou une fermeture du côté de la famille pour aborder ces sujets. Comment est-ce que vous gérez ça avec vos consultants? Parce que parfois cette enquête, elle est même pas, disponible, ou peut-être même que l'enquête va provoquer des mouvements, qui ne sont pas désirés par le consultant lui-même. Comment est-ce que vous accompagnez ça en tant que thérapeute? Alors en effet, il y a beaucoup de peurs qui se retrouvent chez les consultants lors de cette enquête familiale. Mais ce qu'on ne se rend pas compte, c'est qu'on a beaucoup de projections et de suppositions qui sont des fantasmes finalement, de, du rôle de mon père, et du rôle de ma mère, si toutefois ils sont encore présents, bien évidemment. Là, je parle vraiment si les parents sont présents, qu'on soit en froid ou pas avec eux, hein. Et du coup, on se dit: «Mais non, mais jamais mon père ne répondra à cette question, jamais ma mère, ne sera ouverte à cela». Et à chaque fois, lorsque la personne s'autorise à aller vers cette discussion, ça libère une pression dans le clan et tout le temps on me dit: «J'ai jamais vu mon père faire ça, j'ai jamais vu ma mère parler comme ça et ça a été trop bien, on a parlé pendant 3 heures, on a discuté et puis maintenant, elle me dit: "Je t'aime" alors qu'elle ne m'a jamais dit "je t'aime". Elle s'est excusée alors qu'elle ne s'était jamais excusée auparavant». Et en fait, c'est une pression inconsciente dans la psyché familiale qui pèse. Et lorsque nous nous autorisons à se dire: «Allez, je la prends cette place» et avec beaucoup de bienveillance et je pose mes questions, alors là, le parent, c'est comme si, ça y est, il lâchait quelque chose, il lâchait un rôle dans lequel il s'était lui-même enfermé sans le savoir. Donc, en effet, il y a un accompagnement. On ne peut pas pousser la personne à faire une enquête familiale, mais on peut l'inviter à travailler sur des croyances limitantes qui bloquent à cette enquête. Et puis, on peut aussi commencer par des tantes, par des cousins, des cousines, par des grands-parents et par des amis de la famille aussi, qui connaissent nos parents depuis des années et qui sont peut-être plus accessibles. On a toujours un oncle ou une tante un peu fun, avec qui on peut discuter. On peut commencer déjà par ça et se dire: «Bon, bah, voilà, je vais commencer mon enquête avec une ressource, qui est, accessible et facile». Et c'est là où on se rend compte que, bah, en fait, c'est super facile à faire et qu'à un moment donné, je suis un adulte, j'ai ma place et j'ai le droit de demander à mes parents quelles sont les réponses dont j'ai besoin d'avoir. Maintenant, si on a les parents qui sont décédés, si on a un des parents qui est décédé ou qui est absent, qui a été abandonnique, à ce moment-là, ça crée du vide. Ça crée un vide et l'univers, hein, la psyché, l'inconscient n'aime pas les vides. Donc on va le remplir avec des mythes familiaux, avec des histoires qui sont pas forcément vraies, hein, mais qui vont pouvoir remplir le vide, mais qui vont être basées sur, quelque chose un peu de boueux quoi, finalement. Donc là, à ce moment-là, si vraiment on a malgré l'enquête, qu'on est passé par les amis, par, la famille plus ou moins proche ou plus ou moins éloignée, on a toujours ce vide, et ben, on va recréer ce vide grâce à un protocole, du projet Sens que je mets en place, où le cerveau, on le sait, ne fait aucune différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux, et on va recréer l'histoire et on va, comme disent les jeunes, se saucer et créer notre propre histoire, comme on aurait aimé être conçu, comme on aurait aimé être aimé au moment de notre projet Sens. Et ça, c'est hyper puissant. Très, très puissant. Parce que ça recrée le mythe familial et du coup, bah, on peut repartir sur, une base beaucoup plus saine et s'autoriser
bah, à une vie beaucoup plus sympa, quoi. Mmh. Merci beaucoup, c'est très clair cette proposition de protocole quand effectivement, il n'y a pas, cette place-là qui a été prise. C'est aussi intéressant de pouvoir avoir, des Oui, techniques pour l'explorer. Je voulais revenir tout à l'heure, vous avez parlé de, la place dans la fratrie. Alors en tant que maman de 3 enfants, je trouve ça aussi intéressant de se dire en quoi cette place, dans la fratrie a-t-elle un impact, influence-t-elle le projet Sens? Comment est-ce que vous l'abordez ça dans votre alors monde? chaque place a un rôle bien précis. On ne naît pas à n'importe quel moment dans le clan et pour n'importe quelle raison. Tout a un sens. On le sait, hein, le hasard n'existe pas, tout est programmé et comment dire? Prévu, hein, par la psyché familiale, par l'univers, par et après on reste dans ses croyances bien évidemment, hein. Donc quand on est l'enfant numéro un, c'est-à-dire la première grossesse, qu'elle soit née ou non née, d'accord? Donc on va compter les fausses couches, les IVG, les enfants mort-nés, hem, les œufs clairs aussi comptent, d'accord? Les IMG, les grossesses les IMG, les interruptions médicales de grossesse et les grossesses extra-utérines. Donc on compte vraiment toutes les grossesses. Donc l'enfant numéro un, c'est l'enfant du père et l'enfant du père, il va porter les mémoires de la lignée paternelle, d'accord? S'il est un et aîné, ça va être le loyal en plus. C'est parce que l'aîné, le premier né, il est loyal au clan. C'est, moi, je réponds à toutes les injonctions, parentales et je suis le bon élève quoi, quelque part, d'accord? L'enfant numéro 2, c'est l'enfant de la mère. C'est celui qui porte les mémoires de la lignée maternelle et donc on va aller explorer ce qui se passe dans la lignée maternelle, d'accord? Pareil pour le numéro un. Le numéro 3, c'est l'enfant du couple et des relations amoureuses. C'est ce que je suis moi. Et donc l'enfant 3, il va porter toutes les mémoires du couple, donc de la relation du couple parental, de l'amour qui se sont portés ou des déchirures qu'il y a eu, mais également de tous ceux du clan. D'accord? C'est souvent, si on est dans un clan où il y a des relations amoureuses un peu dysfonctionnelles, bah, c'est souvent des célibataires d'ailleurs. On va retrouver souvent des numéros 3 célibataires qui ont du mal à créer un couple. Et l'enfant numéro 4, c'est l'enfant numéro un. Il rejoue le jeu du un, donc c'est l'enfant du père, mais lui est enfermé dans les émotions. Il a du mal à exprimer ses émotions, donc il va y avoir un travail émotionnel à faire, de libération émotionnelle, d'expression de soi. L'enfant numéro 5, c'est l'enfant numéro 2, donc l'enfant de la mère, mais c'est l'enfant du changement. Lui, il vient bouleverser la lignée, d'accord? Et l'enfant numéro 6, c'est un enfant numéro 3. Voilà. Donc en fonction de notre place dans la fratrie, notre rôle n'est pas le même. Et souvent, on va retrouver des traits de personnalité et des comportements qui sont, un peu, comment dire? Similaires en fonction de notre place. Pour ce deuxième épisode, je reçois Mireille During-Jacquier. Bonjour Mireille. Bonjour Aurélie, merci de m'accueillir. Alors Mireille, vous êtes kinésiologue depuis plus de 25 ans, spécialisée en kinésiologie périnatale, en transgénérationnelle et en psychogénéalogie. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages autour de la naissance, de l'apprentissage et de la gémellité. Et dans cet épisode, vous allez nous montrer comment il est possible de revisiter les conditions de naissance, même des années plus tard, et en quoi ce travail peut transformer en profondeur des croyances, des schémas relationnels ou même des comportements qui se sont installés depuis longtemps, et ce à travers des exemples concrets de situations cliniques. Mireille, vous avez notamment écrit le livre Des étoiles vers la Terre, qui explore l'impact des conditions de la conception et de la naissance sur la construction psychique et corporelle de l'être et qui donne de nombreuses clés aux thérapeutes. Alors concrètement, quand un thérapeute reçoit un consultant, comment peut-il savoir que certains de leurs freins, de leurs croyances ou même de leurs comportements remontent à ces empreintes de naissance et non à un vécu biologique? Oui, merci pour cette question importante. Effectivement, je vais peut-être replacer la naissance, comment c'est important. La naissance est une épreuve initiatique, elle nous donne des clés très très importantes parce que c'est un passage.
Donc, la mise au monde et ce qu'il faut savoir, c'est que la mise au monde de nos propres enfants va réactiver notre propre naissance et on pourrait même le voir de façon beaucoup plus large parce qu'en fait, chaque femme en elle porte l'histoire des femmes de ses lignées. Donc c'est quelque chose de qui c'est comme une longue chaîne, transgénérationnelle et bien sûr que malheureusement, chez nos arrière-grand-mères, il y a peut-être eu des événements dramatiques avec des morts en couches qui vont encore impacter, les descendants. Mais on peut aussi se reconnecter à leur force, à leur puissance de toutes ces femmes qui ont donné naissance des fois dans des circonstances, difficiles. J'ai envie de dire qu'avant d'être kinésiologue, je suis kinésiologue depuis 25 ans. Avant d'être kinésiologue, j'ai d'abord été maman puisque j'ai 3 enfants, 2 garçons qui ont 32 ans et une fille qui a 28 ans. Et j'ai vécu des expériences différentes et c'est peut-être ça aussi qui m'a mis en chemin pour écrire ce livre et pour faire tout ce travail, professionnel autour de la naissance. Alors j'ai d'abord eu une naissance par voie basse pour mes jumeaux, ce qui était assez incroyable, très, très en fluidité et quelques années plus tard, j'ai donné naissance à ma fille avec une césarienne d'urgence en raison d'un cordon, très court. Mais là, j'ai vite compris qu'en fait, nos enfants, c'est des éveilleurs de conscience et ils viennent nous faire travailler exactement sur ce qu'on a besoin de libérer et notamment pour ma fille avec son cordon, j'ai bien compris, comment, je devais encore, travailler sur cet aspect de communication, fluidifier la communication, hem, créer la reliance entre le haut et le bas, entre la tête et le corps. Et dans ma pratique, professionnelle, en tant que kinésiologue, alors depuis très, très longtemps, je m'intéresse, au moment particulier de la naissance, même si je questionne beaucoup aussi sur la conception, les circonstances de la conception. Est-ce que c'était désiré, pas désiré? Est-ce que ça venait trop tôt? Et puis aussi sur les circonstances, enfin sur l'ambiance de la gestation. Est-ce qu'il y a eu des embrouilles pendant cette gestation, pendant cette grossesse? Est-ce qu'il y a eu, des décès? Et surtout sur la naissance. Comment est-ce que l'enfant est venu au monde? Donc je questionne beaucoup, j'écoute beaucoup et je fais des liens. En nommant les choses, en écoutant ce que les mères disent, j'ai pu faire des liens en fait entre particulièrement entre ce qu'on appelle le travail de naissance, les heures qui précèdent l'expulsion et le travail de naissance et on verra que c'est la même chose pour notre relation au travail. Comment est-ce qu'on va s'engager dans la vie ou plutôt comment est-ce qu'on va se mettre plutôt en spectateur de notre vie. Donc en questionnant, j'ai ouvert une porte de conscience et je crois que ça, c'est accessible à chacun, à tous les thérapeutes aussi. Il y a pas besoin d'avoir des formations spéciales pour ça. C'est juste écouter et petit à petit, on arrive à créer des liens. Par exemple, quand moi j'entends forceps, je sais que cette personne, elle risque d'être dans un comportement un peu où elle n'aime pas les prises de tête. Voilà ce que, en fait, j'ai découvert et ce que j'aimerais, hem, encore dire avant de répondre, à la question: «Comment est-ce qu'on sait, qu'on doit travailler en vie biographique ou dans cette partie-là?» c'est souvenir qu'en fait la naissance, c'est toujours une expérience à 2. Il y a le côté de l'enfant, il y a le côté de la mère. L'enfant peut avoir, enfin disons, on va commencer par la mère. La mère, elle peut dire: «C'était une naissance absolument géniale, comme une lettre à la poste» et l'enfant, lui, il va peut-être dire, ou manifester, notamment dans son travail scolaire, que ça va beaucoup trop vite, qu'il comprend rien, pourquoi ça va trop vite. Vous voyez, il y a toujours 2 ressentis et il faut aller dans l'idéal, heu, avoir les deux parties. L'enfant par rapport à l'enfant, on peut se poser la question: qu'est-ce que cette manière de venir au monde vient raconter de son histoire? Qu'est-ce qu'il a travaillé? Quel est son défi d'incarnation? Et pour la mère, c'est qu'est-ce que ça va qu'est-ce que cette naissance-là, qu'est-ce que cet accouchement-là va mettre en mouvement chez elle? Voilà pour, ce qui est de ces naissances. Bien évidemment, la naissance, ça devrait être une ondulation, une fluidité, une avancée progressive dans le rythme, mais on sait que c'est pas toujours comme ça. Alors comment est-ce qu'on fait pour savoir ce qu'on doit travailler en vie biographique chez un consultant ou, au moment de la naissance? Hem, je vais prendre un exemple. Par exemple, quelqu'un qui vient consulter pour une peur de conduire dans les tunnels. Avec une sensation d'étouffer, une comme pétrifié et pourtant il faut aller au bout du tunnel, même si on ne voit pas l'autre bout du tunnel. On peut se dire: «Oui, il y a peut-être eu un événement biographique, une fois il a été pris dans un bouchon, ou il y a eu un accident, il y a eu une surcharge de trafic et ça l'a mis en stress». Bien évidemment qu'on peut aller travailler là, mais on peut se dire: «C'est peut-être aussi une relecture de sa naissance, de cette fameuse troisième matrice de Grove, de Stanislas Grof, dans laquelle on doit passer ce canal utérin et puis on est
complètement écrasé et c'est vraiment une question de vie ou de mort. Si on n'avance pas, ben, on va mourir, donc on doit y aller même si on ne voit pas le bout du tunnel. Donc tout est une question de mise en conscience, à quel niveau on veut les travailler les choses. On peut le travailler en biographique, ça peut fonctionner, ça peut suffire et quelquefois, c'est intéressant de voir: «Ah et si on allait travailler ça?» parce que en fait, la vie, elle va toujours nous mettre sur le plateau des événements pour aller travailler d'autres événements, j'ai envie de dire plus profonds. Mais moi, j'aime personnellement beaucoup travailler sur cet aspect de naissance parce que la naissance, c'est la transmission de la vie, c'est vraiment en questionnant sur cette naissance, on honore la vie. Je trouve que c'est ça qui est beau et puis bien évidemment, on reparle bien sûr du miracle de la conception, de ce mystère aussi de la conception, mais la naissance, elle manifeste plus de choses puisqu'on l'a quand même, bah, il y a une mère, il y a un enfant, il y a un père qui a été là, donc on le sait un petit peu plus, on arrive plus mettre des mots dessus. Voilà, donc c'est vraiment le thérapeute, il va sentir, il va questionner son consultant et des fois, c'est bien d'être juste en biographique et des fois, c'est peut-être mieux d'être, autour de la naissance. Vous venez de partager, très clairement l'importance d'aller questionner, tout ce qui se passe autour de la périnatalité et donc de la naissance. Également, vous avez cité cet exemple-là, sur le tunnel. Est-ce que vous pourriez nous prendre des exemples de décodage, concernant les conditions de naissance en tant que telles, et leur impact sur leur comportement? J'entends par conditions de naissance, comme vous avez pu évoquer, une césarienne, des ventouses, un déclenchement et cetera. Oui. Alors, je vais d'abord parler par la césarienne parce qu'il y a quand même il y a beaucoup de mères qui sont confrontées aux césariennes. Alors, il y a 2 types de césariennes. D'abord, il y a les césariennes qui sont programmées et il y a les césariennes qui sont d'urgence. Dans les césariennes programmées, il peut y avoir des césariennes de confort parce que le médecin décide sait qu'il est en vacances, donc il va programmer, c'est son confort à lui et ça, c'est moyennement inacceptable. Et puis, il y a des césariennes programmées, j'ai envie de dire, par nécessité vitale. On sait que l'enfant, par exemple, a une pathologie, ou on doit vraiment déclencher parce qu'on doit activer cette naissance, heu et ce sera une césarienne et ça, j'ai envie de dire, c'est justifié puisque c'est une césarienne, c'est une nécessité vitale. Et puis dans les urgences, il y a pas eu d'autre choix. À un moment, il y a une souffrance fœtale qui fait que si on veut sauver la mère et l'enfant, on doit passer par là. Alors, dans les 2 types de césarienne, qu'elles soient programmées ou, d'urgence, il y a un invariant. En fait, pour l'enfant, il y a un sentiment d'impuissance. Il y a une incapacité à montrer qu'il a pu aller au bout de l'épreuve initiatique. Alors bien évidemment, si c'est une césarienne, d'urgence, il y a quand même cette notion d'effort. On a fait quelque chose, on s'est investi, mais simplement au final, ça fonctionne pas. Donc c'est quand même mieux d'avoir en fait, en termes d'urgence, c'est plus difficile de vivre l'urgence, mais en termes d'initiation par le travail et par l'effort, c'est c'est mieux d'avoir une césarienne d'urgence et les conséquences de ces césariennes, elles sont, souvent les mêmes. Ça va être, comme il y a une rapidité, une trop grande rapidité entre je passe du milieu aquatique au milieu aérien et j'ai pas pu expérimenter ce passage par voie basse qui va me permettre de conscientiser que j'ai un corps, que j'ai une corporalité, qu'il y a une densité corporelle. Bah, ça va être, des enfants et peut-être aussi un peu des adultes qui vont un peu flotter et poseront pas forcément les pieds par terre. Il y a vraiment cette manque d'ancrage et de conscience corporelle. Ça c'est l'invariant de 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 ces césariennes. Ce que je pourrais encore dire, c'est que quand une femme, elle exige une césarienne, elle dit: «Non, non, mais en tout cas, je veux pas faire naître mon enfant par voie basse», c'est qu'il y a eu certainement transgénérationnel des femmes qui sont mortes en couche et qui auraient pu, si elles étaient nées, si c'était passé au bon moment, dans le bon contexte de vie et si les césariennes avaient existé à ce moment-là, bah, elles auraient été sauvées. Actuellement, il y a des césariennes qu'on appelle douces, donc c'est une sorte de mixte où on va inviter la maman à ressentir les contractions et l'équipe, médicale, elle prend le bébé, elle sort le bébé sur les contractions. Donc il faut savoir vivre avec son temps. Mais voilà, une césarienne, voilà ce que ça fait. Les déclenchements, alors les déclenchements, c'est vraiment comme c'est normalement c'est l'enfant qui doit, initier donner le signal: «Je suis prêt à sortir»,
le déclenchement, il va perturber ce timing. Il va perturber, il va pas l'enfant va pas pouvoir montrer: «C'est moi qui décide et c'est mon moment». Donc on peut comprendre que ça va générer une contrariété, une sorte de colère, parce qu'il était privé de son pouvoir, privé de son rôle. Alors qu'est-ce que ça peut générer? Ben, peut-être, on va voir peut-être c'est des enfants qui ont un rapport à l'autorité un peu difficile puisque à ce moment-là, au moment du déclenchement, c'est le corps médical qui décide et là, face à l'autorité, que ce soit, l'autorité des enseignants ou peut-être même l'autorité parentale, il y aura peut-être une attitude comme ça de provocation. D'ailleurs, le mot provocation, c'est l'autre mot de déclenchement, hein, et le questionnement, c'est qu'est-ce qui a pas été digéré dans ce moment-là et comment est-ce qu'on peut le réparer? Alors, on pourrait le réparer peut-être tout simplement en faisant, un tapping DFT, hein, même si je suis née par déclenchement et que j'ai pas eu le choix de montrer que c'était mon moment, je m'aime et je me pardonne. Ça peut tout à fait fluidifier quelque chose pour éviter qu'il y ait une relecture, en fait. Maintenant qu'on est convaincu de l'importance d'aller explorer, ces conditions de naissance, clairement, puisqu'elles ont un impact, comme vous le dites, sur plein de comportements qu'on peut mettre en place, ensuite à l'âge adulte. Est-ce que vous pourriez, heu, partager maintenant des possibilités de libération? Parce que ça aussi, c'est intéressant de se dire: «On est impacté», vous avez commencé à le dire par cette Mmh. phrase-là de: «Je m'aime» et cetera. Mais est-ce que vous auriez un exemple concret, de comportement qui a été modifié par, des libérations, même à l'âge adulte, des années plus tard? Oui, oui, bien sûr, par exemple, quand il y a une ventouse, on va pouvoir vraiment, soit moi en tant que thérapeute, je vais repartir au moment de la naissance, je vais passer la main sur comme que pour magnétiser cette partie du corps qui a été un peu malmenée puisque la ventouse, elle va court-circuiter en fait nos connexions, elle va comme étouffer la fontanelle, elle va court-circuiter nos connexions qu'on a vers le ciel. Donc en passant la main, heu, comme magnétisée pour rajouter en fait comme un baume de douceur là-dessus ou bien on va pouvoir imaginer qu'on prend une douche de couleur violette pour vraiment, se réimprégner de cette énergie du 7e chakra, voire de beaucoup plus haut. Peut-être que, hem, l'exemple le plus parlant, c'est vraiment quand on travaille sur un cordon autour du cou. J'ai encore une consultante hier qui venait pour ça. Enfin, elle venait pas pour ça, mais il y avait ça dans son histoire, un cordon autour du cou avec une naissance où elle était complètement bleue. On va faire recirculer vraiment le haut et le bas, on va refluidifier la parole, ça va améliorer l'expression, la communication, le oser dire et puis si on le met, dans une perspective transgénérationnelle, on va aussi aller voir s'il y a eu, en fait des pendaisons dans le clan. Est-ce qu'il y a eu des couples qui étaient un peu mal assortis et où on dit, «Je me suis mise la corde au cou», hein, avec, ce mariage. On va libérer donc ça à plusieurs niveaux et forcément quand on travaille là, sur, le cordon autour du cou, on donne une autre possibilité dans le temps, dans le concret, de notre quotidien d'être plus libéré. On n'est pas obligé de rester enfermé dans notre manière de venir au monde et j'ai envie d'ajouter que quelquefois on peut aussi se dire: «Mais j'ai pas beaucoup d'informations sur ma manière de venir au monde, mais comment est-ce que je me comporte dans la vie réelle?» Et moi je me suis rendu compte qu'en fait, pendant très longtemps, j'étais dans une posture très yang, très acharnée, je travaillais beaucoup avec constance, détermination et puis petit à petit, l'âge aidant peut-être aussi, j'arrive plutôt vers un âge plus sage peut-être. J'ai conscientisé que je faisais en fait des relectures, des probables relectures de naissance où j'ai dû vraiment certainement beaucoup investir pour sortir et que j'étais plus obligée de faire ça comme ça, que je pouvais plus me laisser porter, plus dans la douceur, plus dans le féminin, dans cette fluidité, dans cette ondulation, accepter qu'il y a des rythmes. Donc c'est aussi intéressant de se dire quand on conscientise, on retrouve un moment de cette naissance dans nos comportements et qu'on peut aussi changer ça, en fait. Alors pour ce troisième épisode, j'accueille Valérie Ramanand-Soa. Bonjour Valérie. Bonjour. Valérie, vous êtes sage-femme de formation et thérapeute, formée à l'EMDR, à l'EFT, à l'hypnose, à la PNL. Vous accompagnez depuis de nombreuses années la périnatalité avec une approche à la fois thérapeutique et sensible aux dimensions émotionnelles et psychiques de la grossesse.
Nous venons d'explorer avant vous le projet Sens, les empreintes de naissance et l'importance de les revisiter même à l'âge adulte. Dans cet épisode, vous allez nous inviter à réfléchir à l'intérêt du travail thérapeutique pendant la grossesse, comme une forme de prévention de ces empreintes. Et vous allez nous partager la place que peut prendre finalement la périnatalité dans une approche thérapeutique globale du praticien, d'autant plus qu'on le sait tous que cette période de périnatalité est propice à faire ressortir des traumas enfouis. Alors Valérie, avant de commencer à parler de l'importance d'accompagner la périnatalité, comment définiriez-vous l'accompagnement périnatal? Alors déjà, c'est intéressant d'aller voir la définition, la périnatalité. Et en fait, on va se rendre compte que cette définition, elle peut changer, elle peut varier. Selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, la périnatalité, c'est la période entre la 28e semaine d'aménorrhée, c'est-à-dire à peu près 6 mois de grossesse, jusqu'au 7e jour de l'enfant. Maintenant, en psychothérapie, c'est beaucoup plus large. On va considérer la périnatalité à partir du début de la grossesse jusqu'au 1 an de l'enfant. Maintenant, on peut avoir une vision encore plus large de la périnatalité. On peut même dire que tout ce qui va concerner la périnatalité, c'est-à-dire autour de la naissance, c'est non pas au moment de la conception, mais même 9 mois avant le début de la conception et jusqu'aux 2 ans de l'enfant. Et en fait, on peut avoir effectivement cette vision du début de la périnatalité en étant, les 9 mois avant la conception, parce qu'on peut se souvenir, moi j'appelle ça le la petite histoire, l'histoire des petites âmes. Et en fait, on dit que l'âme, avant de venir s'incarner, va venir choisir son père et sa mère suivant son contrat d'âme. Donc c'est vrai que nous, en tant que thérapeute, on peut se dire qu'on va travailler en périnatalité, donc justement, avant le début de la conception, puisque cette petite âme, elle, elle fait déjà son travail de choix. Alors, on a maintenant la définition de la périnatalité. Pour vous, en tant que sage-femme, en tant que thérapeute, pourquoi est-ce que vous pensez que cette période-là nécessite un accompagnement thérapeutique spécifique? Et au final, pourquoi cette période, elle fait ressurgir tant de choses? Alors déjà, la première chose, moi, j'aimais bien dire qu'en tant que sage-femme, en fait, pour bien accoucher, déjà, il faut être bien dans sa tête. Bien dans sa tête, ça veut dire être bien, au niveau émotionnel. C'est vrai que si une femme enceinte vit sa grossesse avec une émotion d'angoisse, de peur, effectivement, elle va bloquer tout le processus naturel, heu, de l'accouchement, en fait. D'où l'intérêt de faire ce travail de libération émotionnelle et aussi de libération de traumatisme, justement pendant la grossesse. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on se rend compte que effectivement, cette période de périnatalité, c'est une, période très particulière, comme si finalement, il y avait vraiment de nombreuses problématiques qui remontaient en fait à la surface à ce moment-là. Bien sûr, notre inconscient, il a joué son petit rôle pendant de nombreuses années de mettre des tas de choses sous le tapis, mais c'est comme si justement, pendant la grossesse, ça remontait en fait à la surface. Et donc à ce moment-là, il va y avoir effectivement différentes problématiques qui remontent, des problématiques entre autres autour de la sexualité, autour de la relation avec la mère, autour de la relation avec le père, pardon, et autour des anciennes problématiques concernant les grossesses, en fait, antérieures. Là, vous venez nous expliquer combien il est important au final de travailler aussi sur cette période de grossesse. Pour autant, il y a beaucoup de thérapeutes, mais également de futures mères qui se demandent si c'est pertinent ou au contraire si c'est pas à risque d'aller,
creuser, ses émotions, ses peurs, ses traumatismes qui remontent, pendant la grossesse, vu que le bébé est présent dans le corps. Encore hier, moi, j'ai une maman qui a souhaité, annuler son rendez-vous prévu en kinésiologie, parce elle vient de découvrir qu'elle est enceinte, de peur d'aller travailler pendant cette période spécifique. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Qu'est-ce que vous pourriez conseiller aux thérapeutes, pendant cette période de grossesse? Et puis qui pourrait du coup, expliquer aussi justement à ses consultants? La première chose, c'est qu'effectivement, moi, quand je me suis formée, en thérapie brève, souvent, j'ai entendu de la part, de mes formateurs: «Attention, attention pendant la grossesse». Maintenant, moi, par expérience, je me suis rendu compte que, au contraire, c'est un moment particulier, c'est un moment privilégié, puisqu'il y a plein de choses qui remontent à la surface. Je pars du principe que si une femme enceinte vient faire cette démarche de thérapie, c'est qu'elle est prête, en fait. C'est vraiment cette histoire de le fruit va tomber de l'arbre quand il est mûr. La personne, la femme, quand elle vient faire une démarche en thérapie, c'est qu'elle est prête. Donc, autant en profiter, en fait. Donc, c'est un bon moment et en tant que thérapeute, on peut accompagner, on peut faire, ce travail, thérapeutique. Bien sûr, si c'est à la demande, de la femme. Même si avec, toutes les techniques qu'on utilise et que vous utilisez comme, l'EMDR, comme l'hypnose, on sait que ça peut faire ressurgir quand même, des émotions, assez fortes, des pleurs, des choses qui vont s'exprimer, parfois même des douleurs corporelles et cetera. Pour vous, ça semble approprié? Vous rassureriez la maman? Comment est-ce que vous pouvez encore nous expliquer un peu comment, alors en tant que sage-femme, c'est peut-être rassurant, mais pour les autres types de praticiens aussi, comment vous en parlez à vos consultants? En fait, moi, j'aime bien dire que si la femme, elle est prête, on va utiliser, en fait, l'outil qu'il lui faut en tant que thérapeute. Il y a certains thérapeutes, ils vont être très à l'aise avec un outil comme l'hypnose, mais j'ai envie de vous dire, il faut y aller, en fait. Et puis maintenant, j'aime bien rappeler que de toute façon, il y a pas de hasard. C'est-à-dire que la personne, heu, elle va choisir le thérapeute, en fait, qui lui convient et le thérapeute, en se connectant avec cette personne, elle va sentir l'outil qu'il faut. Parfois, c'est donc, l'hypnose, parfois c'est le MDR, parfois une technique comme l'EFT, va être appris à va être, vraiment adéquate. Donc moi, j'ai surtout envie de dire au thérapeute, pardon, de se faire confiance et de s'adapter, en fait, à la demande. C'est une bonne période, on peut y aller en tant que thérapeute et on doit y aller justement pour libérer, cette femme qui vient justement parce qu'elle sent qu'il y a quelque chose en fait à débloquer. Et puis au final, quand il y a pas forcément encore une fratrie, la période de grossesse, ça peut être aussi un temps de pause pour la femme enceinte et donc un beau moment pour aller explorer et ce sera peut-être aussi un peu plus difficile, quand, le nouveau-né sera là et donc c'est peut-être aussi pour ça que ça peut être une bonne période. Tout à fait, parce qu'on sait très bien que quand bébé arrive, il y a encore autre chose qui se passe, la vie est complètement différente, mais aussi au niveau psychique, c'est encore autre chose. Alors justement, pendant cette période de grossesse, si on reste centré sur cette période-là, c'est quoi les principales émotions ou les principaux traumatismes? Vous avez commencé à l'aborder un petit peu, par exemple au niveau de la sexualité et cetera, que vous voyez ressurgir chez la femme enceinte. Pourquoi vous voyez ça? Est-ce que vous pouvez nous exemplifier un peu, ces éléments? Alors, déjà pendant la grossesse, une des demandes, ça va être, autour de la peur, voire même des phobies. Phobie du sang, phobie, des opérations, phobie des anesthésies, phobie des aiguilles, phobie des piqûres. Ensuite, il va y avoir, la problématique autour de la relation à la mère, autour de la relation au père. Et bien sûr, ça peut être des relations qui remontent à depuis la petite enfance. Après, il y a, toutes les problématiques autour de la sexualité. Donc bien sûr, il y a les abus sexuels qui vont aussi remonter, en fait, à la surface. On va trouver également
tous les traumatismes, concernant, les grossesses précédentes. Parfois donc, les avortements, des IVG, parfois des interruptions médicales de grossesse, qu'on appelle les IMG, parfois, des morts subites, parfois l'annonce d'une malformation. Il peut y avoir aussi des traumas liés, à une naissance précédente, donc ça peut être aussi bien une césarienne, en urgence, une aide instrumentale, l'utilisation de spatules, de ventouses, une problématique autour de l'anesthésie, de la péridurale, une problématique de cicatrisation du périnée qui a pu avoir des conséquences à long terme sur la sexualité, une problématique bien sûr d'hémorragie, un bébé qui a été parfois réanimé, transféré et puis il y a aussi tous les traumatismes après la naissance, justement les problématiques, du postpartum et là, on va retrouver entre autres les problématiques de dépression du postpartum qui parfois conduisent à une difficulté relationnelle avec l'enfant et après on peut aussi avoir des traumatismes, concernant le couple et parfois, malheureusement et bien, il y a des couples, en fait, qui vont se séparer. Donc c'est comme si toutes ces problématiques, tous ces thèmes-là vont certainement être, vont remonter, en fait, à la surface. Et on voit bien que dans ces thèmes, il y en a qui auront des conséquences sur la relation entre, le parent et l'enfant, parfois avec la difficulté de création du lien Tout à entre, fait. la mère et ce nouveau-né, d'où aussi peut-être, quand c'est possible, l'importance d'aller, explorer tout ça pendant cette période ou même en amont évidemment dans la construction du projet sans si c'est possible. Tout à fait et donc à chaque fois, c'est répondre heu, à la demande, en fait, de la personne. La personne, ça peut être aussi le père, hein. Il y a certains, futurs papas qui viennent, également, en thérapie. Alors, en parlant de thérapie, vous avez, plein de casquettes, on les a citées en introduction et vous avez aussi, sur la base de votre expérience, développé, une nouvelle thérapie basée sur l'expérience clinique, un peu à la croisée, du MDR et de la PNL et cetera, que vous appelez l'EMDR de renaissance. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus et en particulier l'aspect, un peu spirituel dont vous m'aviez parlé et que vous avez décidé d'introduire dans cette approche? Donc, en fait, le MDR de Renaissance, c'est vraiment un outil, à partir de ma formation de MDR, à partir de mon expérience clinique en tant que thérapeute et à partir de différents outils, provenant de thérapies brèves, comme la PNL, comme, l'hypnose, entre autres et aussi au niveau, quantique, hein, en thérapie quantique. Alors, j'aime bien, dire que le MDR de Renaissance, je l'ai intitulé «De Renaissance» parce qu'effectivement, suite à une séance, de MDR de Renaissance, la personne a vraiment ce sentiment de renaître. C'est une technique qui va permettre de libérer tout type de traumatisme. Donc bien sûr, je l'utilise dans les traumas en périnatalité. Maintenant, cet outil, on peut aussi l'utiliser pour tout type de traumatisme. Trauma, lié à une problématique, professionnelle, lié à une problématique, sexuelle et cetera et cetera. Dans le MDR de Renaissance, je vais à un moment donné, faire venir ce que j'appelle, et ça c'est la personne, hein, en fait, qui va choisir, un petit ange ou une petite fée qui va venir vraiment avec cette voix aimante et bienveillante. Je fais venir également quand il s'agit, en fait, d'une problématique autour d'un décès, je peux faire venir et ça, c'est quand je le sens, hein, parce que bien sûr, il va falloir être, particulièrement connecté à la personne. Je vais faire venir, en fait, le défunt et en fait, c'est la personne qui va vraiment poser la question et recevoir en direct la réponse du défunt, c'est-à-dire le message que le défunt lui adresse et ça, en fait, ça vient très, très facilement.
Maintenant, j'intègre aussi un autre outil que j'appelle en fait la transmutation. Aujourd'hui, on sait que on est dans une ère où on peut tout transmuter, mais en fait, souvent, on oublie que nous avons en fait cette capacité et cette capacité, on peut l'obtenir uniquement en faisant la demande. On nous l'a dit, ça a été écrit: «Demandez et vous recevrez». Eh bien moi, en fait, pendant la séance, je vais demander la transmutation d'un trauma et la transmutation des conséquences, en fait, du trauma. Et comment je demande? En fait, je demande et je passe par l'archange Chamuel, qui est le spécialiste de la transmutation. Et Voilà, c'est en quelques mots résumé, ce que c'est que le MDR de Renaissance. Après, je forme, hein, certains praticiens à cet outil. Merci d'avoir suivi cette moitié d'épisode autour des empreintes de naissance et de leur place dans l'accompagnement thérapeutique. Vous venez d'écouter une petite partie du podcast. L'intégralité est disponible sur notre plateforme Inexploré Praticien, sur laquelle vous retrouvez d'ailleurs bien d'autres ressources. Inexploré Praticien, c'est aussi des événements, des cercles d'échange entre praticiens, mais désormais des ateliers thématiques autour de différents experts. On travaille aussi sur de premières soirées en présentiel. Alors si vous souhaitez aller plus loin, nous rejoindre, vous fédérer, inventer avec nous un accompagnement multidimensionnel où chaque praticien a un rôle clé, eh bien les portes vous sont grandes ouvertes. Abonnez-vous et rejoignez-nous sur Inexploré Praticien.